pour mes 30 ans, j'avais réservé une table pour 12 personnes dans mon restaurant préféré. J'y suis resté assis, seul, pendant 3 heures. Le serveur n'arrêtait pas de me demander si mon groupe allait arriver. À 22 heures, j'ai payé la corbeille de pain et je suis parti. Le lendemain matin, ma sœur a publié des photos de la meilleure soirée qui soit avec toute ma famille dans un bar de la presqu'île. Bonjour à tous, je m'appelle Antoine. J'ai 30 ans maintenant. Enfin, tout juste. Et je dois vous raconter le pire anniversaire que j'ai jamais eu. En fait, oubliez ça. Je dois vous raconter le pire anniversaire que quiconque ait jamais eu dans toute l'histoire des anniversaires. Y compris ce gamin au collège qui a eu un incident malencontreux sur son propre gâteau pendant qu'on lui chantait joyeux anniversaire. Au moins, ce gamin avait des gens pour lui chanter la chanson. Laissez-moi revenir un peu en arrière. J'ai grandi dans une famille de 5 personnes. Il y a ma mère Martine, mon père Michel, ma grande sœur Chloé qui a 33 ans, et mon petit frère Léo qui a 27 ans. Sur le papier, nous ressemblions probablement à n'importe quelle famille de banlieue normale de Lyon. Un garage pour 2 voitures, un golden retriever nommé Biscuit, la messe à Pâques, qu'on ait envie d'y aller ou non. Mais voici le problème avec les familles qui ont l'air normales sur le papier. Le papier ne parle pas. Le papier ne retranscrit pas la façon dont les yeux d'une mère sautent directement par-dessus un enfant pour se poser sur les 2 autres. Le papier ne saisit pas ce silence spécifique qui remplit une pièce quand vous réalisez que votre présence en son sein ne compte pas vraiment pour les personnes censées vous aimer le plus. J'étais l'enfant du milieu, et je sais ce que vous pensez. Oh, super, un autre enfant du milieu qui se pose en victime. Et honnêtement, je le pensais aussi avant. J'ai passé des années à me dire que je dramatisais, que je m'imaginais des choses, que ma famille m'aimait autant que les autres, et que j'étais juste trop sensible. C'est ce qu'il me disait, en tout cas. Antoine, tu es trop sensible. Antoine, tu surinterprètes les choses. Antoine, pourquoi faut-il toujours que tu ramènes tout à toi? Cette dernière phrase était la préférée de ma mère. Elle la dégainait comme un couteau suisse chaque fois que j'essayais d'exprimer un sentiment qui ne l'arrangeait pas. Chloé était l'enfant prodige. Elle ne pouvait rien faire de mal. Elle a eu le rôle principal dans la pièce de théâtre du lycée et mes parents ont loué un restaurant pour fêter ça avec toute la troupe. Elle a obtenu sa licence avec une mention et ils lui ont organisé une fête dans le jardin qui ressemblait à quelque chose sorti d'une émission de décoration. Quand elle s'est fiancée à son mari actuel, Guillaume, mes parents ont littéralement pleuré de joie. Je parle des grandes eaux, des mouchoirs, le grand jeu. Et écoutez, Chloé est géniale. Je n'ai pas de problème direct avec elle. Ce n'est pas une mauvaise personne. C'est juste quelqu'un qui n'a jamais eu à se demander si elle comptait. Et cette assurance forge une forme très particulière d'aveuglement. Léo, quant à lui, était le petit dernier, le bout-en-train, celui qui pouvait se sortir d'une amende pour excès de vitesse par son charme et obtenir une entrée gratuite dans n'importe quel restaurant de la ville. Léo était le gamin qui a cassé une fenêtre en jouant au foot, et a réussi d'une manière ou d'une autre à convaincre mes parents que c'était une expérience enrichissante. Il avait des notes moyennes, passait d'un petit boulot à l'autre, mais rien de tout cela n'avait d'importance car Léo était divertissant. Il faisait rire les gens. Et dans ma famille, être divertissant valait plus qu'être fiable. Ensuite, il y avait moi, Antoine, celui qui était présent, faisait ses devoirs, tondait la pelouse sans qu'on le lui demande. J'ai fait un IUT parce que mes parents disaient qu'ils ne pouvaient pas payer des études supérieures pour nous 3, même s'ils ont payé l'intégralité de l'école de commerce de Chloé. Je faisais 45 minutes de route pour réparer gratuitement la plomberie de mes parents. Je me souvenais des anniversaires. J'envoyais des fleurs pour la fête des mères. J'appelais tous les dimanches même quand personne ne décrochait. J'étais le papier peint fonctionnel, toujours là. Jamais remarqué jusqu'à ce que quelqu'un décide de redécorer. À 29 ans, je m'en sortais bien. Coordinateur régional dans une entreprise de logistique, un appartement correct dans le 3e arrondissement, un cercle d'amis solides, et un chat nommé Diesel qui complotait très certainement ma mort. Mais au moins, il était constant. Pour mon 30e anniversaire, j'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais jamais fait. J'allais demander à ma famille d'être là pour moi. Pas une fête surprise ou un voyage lointain. Juste un dîner dans mon restaurant préféré, la Trattoria di Gemma. Ce petit endroit italien chaleureux sur la presqu'île où la propriétaire, Gemma, avait appris à me connaître au fil des ans et me réservait toujours la banquette du coin.
J'ai appelé ma mère 6 semaines à l'avance. 6 semaines. Je lui ai dit que j'allais avoir 30 ans, ce qui n'aurait pas dû être une nouvelle, mais avec ma famille, on ne sait jamais, et que je voulais dîner avec tout le monde chez Gemma le samedi 12. Elle a dit, et je cite, « Oh, ça a l'air sympa, chérie. Laisse-moi vérifier avec tout le monde. » J'ai relancé 2 semaines plus tard. Elle a dit que tout le monde était partant. J'ai relancé encore une semaine avant. Elle a confirmé à nouveau. J'ai même envoyé un message sur le groupe de messagerie de la famille où j'étais toujours en sourdine. J'ai dit, « Salut tout le monde, juste un rappel. Dîner samedi à la Trattoria di Gemma à 19h. J'ai réservé une table pour 12. J'ai hâte de tous vous voir. » Chloé a mis un cœur sur le message. Léo a envoyé un pouce en l'air. Mon père n'a pas répondu, mais c'était normal parce que mon père traite les messages comme s'ils étaient écrits en sumérien ancien. Je devrais expliquer le nombre 12. J'avais invité mes parents, Chloé et Guillaume, Léo et sa copine Manon, ma tante Isabelle, dont j'avais toujours été proche, et quelques-uns de mes propres amis. Mon pote Damien, ma collègue Élise, et mon voisin Armand, qui a 72 ans et qui est le meilleur joueur de belote que j'ai jamais rencontré. 12 personnes au total, moi y compris. Un bon nombre, ni trop grand, ni trop petit, juste ce qu'il faut pour une banquette d'angle et quelques tables supplémentaires rassemblées. Je suis arrivé à la Trattoria à 18h45. Gemma avait tout préparé magnifiquement. Une longue table, des bougies, une petite carte manuscrite qui disait le joyeux anniversaire, Antoine avec son écriture bouclée. Je me suis assis. J'ai commandé de l'eau. J'ai vérifié mon téléphone. 18h55, aucun message. 19h est arrivé. Personne n'a franchi la porte. À 19h15, j'ai envoyé un message à Damien, qui a dit qu'il avait attrapé une gastro. Très bien. Élise a été rappelée au travail. Le genou d'Armand le faisait souffrir. Les gens ont une vie, mais ma famille, mes parents de sang, les personnes qui avaient confirmé plusieurs fois, rien, pas de message, pas d'appel, juste le silence et moi à une table pour 12 pendant que le serveur, un jeune homme nommé Romain, n'arrêtait pas de passer avec cette expression douloureusement compatissante. « Votre groupe est en retard ?» a-t-il demandé à 19h45. « Ouais, j'ai dit. Les bouchons. J'ai commandé la corbeille de pain parce que j'avais besoin de faire quelque chose de mes mains. » À 20h45, Romain a arrêté de demander. Il m'a juste resservi de l'eau silencieusement et m'a lancé un regard qui était l'équivalent facial d'un câlin. À 21h30, le restaurant se vidait. À 22h, j'ai fait signe à Romain, j'ai payé la corbeille de pain et mes 4 verres d'eau, j'ai laissé un pourboire de 40 € parce que ce gamin méritait une prime de risque, et j'ai marché jusqu'à ma voiture. Je suis resté assis derrière le volant pendant 20 minutes, sans pleurer, sans crier, juste à fixer le vide, essayant de comprendre ce que j'avais fait de mal. Parce que c'est ce qu'on fait quand sa famille vous ignore complètement. On ne se met pas en colère tout de suite. D'abord, on se demande ce qui cloche chez nous. Je suis rentré chez moi. J'ai nourri Diesel. Je suis allé me coucher. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une notification sur mon téléphone. Instagram. Ma sœur Chloé avait publié un carrousel de photos à 23h30 la veille au soir, environ 90 minutes après que j'ai quitté la Trattoria seule. La légende disait, la meilleure soirée de tous les temps avec une série d'émojis. Et les photos, oh, les photos. Toute ma famille, ma mère, mon père, Chloé, Guillaume, Léo, Manon, tous réunis dans un bar du centre-ville appelé le Zénith, souriant à pleines dents comme s'ils n'avaient aucun souci au monde. Il y avait des verres sur la table. Il y avait des confettis. Sur l'une des photos, Léo avait le bras autour de ma mère, et elle riait plus fort que je ne l'avais vu rire depuis des années. Sur une autre, mon père portait un toast, tenant un verre de quelque chose de sombre et ambré avec un sourire qui atteignait ses yeux. Ils étaient tous sortis ensemble pour mon anniversaire, sans moi, et ils avaient passé la meilleure soirée de tous les temps. J'ai fixé cette publication Instagram pendant un long moment, j'ai zoomé sur chaque visage, cherchant la moindre lueur de culpabilité. Un moment d'hésitation, un regard en coin qui disait, peut-être qu'on ne devrait pas être là en ce moment. Rien. Pas une seule trace de remords sur un seul visage. J'ai appelé ma mère à 10h du matin. Elle a décroché à la 4e sonnerie avec cette voix légère d'après-fête. Maman,
j'ai dit, as-tu oublié quelque chose hier soir? Il y a eu un silence. Je pouvais entendre sa machine à café fonctionner en arrière-plan. Ce gargouillement rythmique que j'avais grandi en entendant tous les matins. Comment ça, a-t-elle répondu. Mon dîner d'anniversaire chez Gemma. Celui que tu as confirmé 3 fois. Un autre silence. Plus long cette fois. Et puis elle a ri. Pas un rire coupable, pas un rire de je me suis trompé. Un vrai rire dédaigneux, presque irrité. Oh, Antoine, chéri, ça. Bon, alors voilà ce qui s'est passé. Chloé et Guillaume nous ont fait la surprise de réserver au Zénith pour leur anniversaire de rencontre. C'était un truc de dernière minute et on ne voulait pas être impoli. Alors on s'est dit qu'on fêterait ton anniversaire une autre fois. J'allais t'appeler, mais c'est devenu tellement mouvementé et puis on était déjà sortis. Et tu sais comment c'est. J'ai laissé ça reposer une seconde. Je l'ai vraiment laissé infuser. Tu allais m'appeler, j'ai répété. Oui, j'ai juste été prise dans le tourbillon. Tu sais comment est Chloé quand elle prévoit quelque chose. Elle est comme un TGV. Maman. Chloé a mis un cœur à mon message concernant le dîner. Elle était au courant. Eh bien, je suis sûr qu'elle n'avait pas l'intention de faire chevaucher les choses. Ce sont des choses qui arrivent, Antoine. N'en fais pas toute une histoire. N'en fais pas toute une histoire. C'était là. La devise de la famille en ce qui me concernait. Antoine, n'en fais pas toute une histoire. Traduction, tes sentiments sont dérangeants, alors s'il te plaît, ravale-les pour que le reste d'entre nous puisse continuer à passer un bon moment. J'ai raccroché. Je n'ai pas crié, je n'ai pas juré, je n'ai rien dit de dramatique. J'ai juste dit, d'accord, maman, et j'ai raccroché, et quelque chose a basculé en moi à ce moment précis. C'était comme si une porte qui se refermait lentement depuis 30 ans s'était enfin enclenchée dans l'encadrement. J'ai entendu le loquet. Je l'ai senti. J'ai essayé d'appeler mon père ensuite, c'est tombé directement sur la messagerie. J'ai essayé Léo. Il a décroché et s'est immédiatement lancé dans une histoire sur à quel point le Zénith était génial. Comment le barman avait fait ce truc avec de la glace carbonique et comment Manon avait été tellement éméchée qu'elle avait essayé de commander des tapas dans un bar à cocktail. Il a parlé pendant 3 bonnes minutes avant que je puisse placer un mot. Léo, tu as raté mon dîner d'anniversaire. Oh ouais. Maman a dit que tu étais d'accord pour repousser. Maman a dit quoi? Elle a dit que ça t'allait. Que tu comprenais pour le truc de l'anniversaire de Chloé. J'ai fermé les yeux. Bien sûr qu'elle l'avait fait. Bien sûr, ma mère avait réécrit l'histoire avant même que la nuit soit terminée. Elle avait transformé mon absence en mon choix. Elle l'avait fait sonner comme si je m'étais gracieusement effacé pour que la famille puisse célébrer quelque chose de plus important. Parce que c'était ce que j'étais censé faire. C'était ce que j'avais toujours fait. M'effacer, faire de la place. Être compréhensif. Léo. Je suis resté seul dans ce restaurant pendant 3 heures. Personne ne m'a appelé. Personne ne m'a envoyé de message. Romain, le serveur, a été le seul être humain à reconnaître mon existence. Silence. C'est qui Romain, alors? J'ai failli rire. Failli. Laisse tomber, Léo. J'ai envoyé un message à Chloé. J'ai fait court. Salut, j'ai vu les photos du Zénith. C'était le soir de mon dîner d'anniversaire. Celui que tu avais confirmé. Elle l'a lu. Je pouvais voir la petite coche. Elle n'a pas répondu pendant 4 heures. Et quand elle l'a fait, c'était ça, désolé, Antoine. C'était un truc improvisé pour notre anniversaire. On peut faire ton dîner une autre fois. Inutile de nous faire culpabiliser. Inutile de nous faire culpabiliser. C'était encore là. Le fait que j'exprime un sentiment légitime était reconditionné comme de la manipulation de ma part. Le tour de passe-passe était si propre, si rodé, que je ne pense pas qu'il se rendait compte de ce qu'il faisait. C'était un réflexe, comme cligner des yeux. Je n'ai pas répondu. J'ai rangé mon téléphone dans un tiroir et je suis allé marcher pendant 2 heures, les mains dans les poches, à regarder les autres vivre leur vie. Quand je suis rentré chez moi, la conversation de groupe de la famille comptait 17 nouveaux messages. Pas à propos de moi. Pas à propos de mon anniversaire.
Chloé avait posté une photo d'une crédence de cuisine. Ma mère avait répondu avec des emojis avec des cœurs à la place des yeux. Léo avait posté un mème sur les tacos. La vie avait repris son cours. Mon 30e anniversaire avait été absorbé par le courant comme un caillou jeté dans une rivière. Cette semaine-là a été difficile. Travail, maison, nourrir Diesel, canapé, et on recommence. Le tout dans ce marasme émotionnel dont je n'arrivais pas à me débarrasser. Le jeudi, ma tante Isabelle a appelé. C'était le seul membre de la famille qui avait une vraie raison d'avoir manqué le dîner. Son vol de Lisbonne avait été retardé et elle m'avait envoyé un message cet après-midi-là pour me prévenir, en y joignant une carte d'anniversaire avec une carte cadeau de 50 € pour la trattoria. C'est le genre de personne qu'est Isabelle. Antoine, chéri, comment s'est passé le dîner, a-t-elle demandé. Je lui ai tout raconté. La table vide, les 3 heures, la publication Instagram, les appels téléphoniques, la manipulation psychologique. Elle a écouté sans m'interrompre, ce qui est quelque chose dont la plupart des gens de ma famille sont physiquement incapables de faire. Quand j'ai fini, elle est restée silencieuse pendant un moment. Puis elle a dit, « Antoine, je dois te dire quelque chose, et j'ai besoin que tu l'entendes. Ce n'est pas la première fois qu'ils te font ça. C'est juste la première fois que tu le vois clairement. » Et elle avait raison parce que j'ai commencé à faire défiler mes archives mentales. Ma remise du bac, d'où mes parents sont partis tôt pour le match de foot de Léo. La remise de mon DUT, à laquelle personne n'a assisté à cause de la fête de fiançailles de Chloé. Mon 25e anniversaire, absorbé par un barbecue familial où j'ai géré le grill. La promotion à 27 ans que ma mère a balayé d'un « c'est bien, chéri », avant de bifurquer pour parler du nouveau SUV de Guillaume. Schéma après schéma, pas une cruauté digne d'un feuilleton télévisé, juste cet effacement silencieux et constant. Isabelle a dit autre chose ce soir-là qui m'est resté. Elle a dit, « Tu as passé 30 ans à essayer de gagner quelque chose qui n'était pas à vendre. » Leur attention, leur approbation. C'était toujours attribué avant même que tu n'entres dans la pièce. Et aucune quantité de pelouse tondue ou d'appel téléphonique du dimanche n'allait changer l'équation. J'ai gardé ça en tête pendant un long moment après avoir raccroché. Et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas ressenti de tristesse à propos de ma famille. J'ai ressenti autre chose, quelque chose de plus tranchant, de plus net, et de beaucoup plus utile. Je me suis senti libéré. Pas en colère. Libéré. Pas en mode politique de la terre brûlée, à couper les ponts, ou à poster un coup de gueule sur les réseaux sociaux. Fini. Juste fini. Silencieusement, de manière permanente, structurellement fini. Comme si les fondations s'étaient fissurées, et que je pouvais enfin voir que le bâtiment n'allait jamais tenir. Et au lieu d'essayer de le rafistoler une fois de plus, j'allais sortir par la porte d'entrée et commencer à construire ailleurs. Je n'ai pas fait d'annonce. Je n'ai pas envoyé de message dramatique. J'ai juste arrêté. Arrêté d'appeler le dimanche. Arrêté de répondre dans la conversation de groupe. Arrêté de faire 45 minutes de route pour réparer des trucs dont un plombier pourrait s'occuper. Arrêté d'envoyer des fleurs. Arrêté de me pointer à des événements auxquels je n'étais pas vraiment invité, mais plutôt informé de leur tenue. Et voici la chose qui vous dit tout ce que vous devez savoir sur ma place dans cette famille. Il leur a fallu presque 3 semaines pour le remarquer. 3 semaines. 21 jours de silence de la part de leur fils, de leur frère, et la première personne à dire quoi que ce soit a été Léo. Et seulement parce que l'évier de sa cuisine fuyait et que j'étais généralement le premier qui l'appelait. « Salut frérot, petite question sur les tuyaux », disait son message vocal. Pas un salut, je n'ai pas de nouvelles de toi depuis un moment. Tout va bien? Juste les tuyaux. Je n'ai pas rappelé. Les 2 premiers mois de silence ont été plus durs que je ne le pensais. Pas parce que le dysfonctionnement me manquait. Ça ne me manquait pas d'être ignoré, ou minimisé, ou traité comme la roue de secours affective de la famille. Ce qui me manquait, c'était l'espoir. Pendant 30 ans, j'avais traîné cette croyance têtue et irrationnelle qu'un jour, si j'étais juste assez bon, assez fiable, assez patient, il me verrait vraiment. Et laisser partir cet espoir, c'était comme perdre un membre. Un membre inutile, certes, un membre qui ne fonctionnait plus correctement depuis des années, mais il était toujours attaché. Et l'enlever faisait toujours mal. Je me suis plongé dans le travail, ce qui ressemble à un cliché, mais dans mon cas,
ça a vraiment payé. Mon patron à l'entreprise de logistique, un homme nommé Stéphane, qui ressemblait à un ancien joueur de rugby et parlait comme un professeur de philosophie, me poussait à postuler pour un poste de directeur. Je traînais des pieds parce que cette voix au fond de ma tête, celle qui ressemblait étrangement à ma mère, n'arrêtait pas de dire, « Toi, un directeur ? Sois réaliste. » Mais quelque chose dans le fait d'être complètement abandonné le jour de son 30e anniversaire recalibre votre boussole interne. Quand les personnes censées croire en vous ne le font pas, vous avez deux choix. Soit vous arrêtez de croire en vous, soit vous décidez que leur opinion ne compte plus. J'ai choisi la deuxième option avec agressivité, avec le genre d'énergie qui ne vient que du fait d'être assis seul à une table d'anniversaire en regardant un serveur de 19 ans avoir pitié de vous. J'ai postulé pour le poste. J'ai passé 2 semaines à me préparer pour l'entretien. J'ai acheté un nouveau costume, ce qui m'a semblé ridicule jusqu'à ce que je le mette, que j'aperçoive mon reflet dans le miroir et que je pense, pour la première fois depuis longtemps, tiens, ce gars a l'air de savoir ce qu'il fait. J'ai réussi l'entretien haut la main, non pas parce que j'étais la personne la plus qualifiée dans la pièce, même si j'aurais pu l'être, mais parce que j'y suis entré sans absolument rien à perdre. Quand on a été assis seul à une table pendant 3 heures le jour de son anniversaire, et que le pire est déjà arrivé à son ego, un entretien d'embauche ressemble à des vacances. J'ai obtenu le poste. Une augmentation significative. Mon propre bureau avec une porte qui se ferme. Ce qui n'a l'air de rien jusqu'à ce qu'on ait passé 4 ans dans un bureau partagé à côté d'un type qui se coupe les ongles de pied à son bureau. Oui, à son bureau. À la vue de tous. Comme si c'était une chose normale à faire. Bref, directeur des opérations régionales. C'était moi maintenant. Stéphane m'a invité à boire un verre le soir où j'ai reçu l'offre. Tu sais ce qui a changé, a-t-il dit, en pointant sa bouteille vers moi comme un professeur avec un pointeur. Tu as arrêté de t'excuser d'être dans la pièce. Il n'avait pas tort. À peu près au même moment, j'ai commencé à faire quelque chose que je n'avais jamais vraiment fait auparavant. J'ai commencé à investir dans des amitiés, des vraies, pas les relations superficielles du genre B, allons boire un verre un de ces 4 qui ne se concrétisent jamais, mais le genre où l'on est présent l'un pour l'autre et où ça ne ressemble pas à une transaction. Damien, qui avait raté mon anniversaire à cause de sa gastro, se sentait très mal et a insisté pour m'emmener fêter ça avec un peu de retard dans un petit bouchon lyonnais. Il a écouté toute l'histoire, et quand j'ai fini, il a dit, « Antoine, ces gens ne méritent pas ta corbeille de pain, mec. » Cette corbeille de pain était trop bien pour eux. J'ai ri plus fort que je ne l'avais fait depuis des mois. Damien est devenu mon confident, pas de manière romantique. Du genre je t'aiderai à déménager un canapé à 2 heures du matin. Nous avons commencé à faire des dîners hebdomadaires, en alternant celui qui cuisinait. Il était nul en cuisine. L'homme m'a un jour servi du poulet brûlé à l'extérieur et congelé au milieu. Je lui ai demandé s'il l'avait cuisiné avec un chalumeau et de bonnes intentions, et il a répondu, presque. Chalumeau et YouTube. Élise du travail est devenue un autre point d'ancrage. Elle avait obtenu le poste de directrice marketing à peu près au même moment, et nous sommes devenus un duo de soutien non officiel autour de café avant le travail. Perspicace, pince sans rire, drôle, aucune tolérance pour les bêtises. Même Armand, mon voisin de 72 ans, est devenu plus qu'un partenaire de belote. Il s'est pointé un soir avec un gratin dauphinois et une bouteille de whisky et a dit, « J'ai entendu dire que tu avais eu un anniversaire difficile. Mangeons nos émotions. » Il m'a raconté comment son propre père avait oublié son 18e anniversaire. Et il a dit, la meilleure vengeance contre les gens qui ne te voient pas, c'est de te construire une vie si brillante qu'ils ont besoin de lunettes de soleil. Armand avait le sens de la formule pour un type qui passait la majeure partie de son temps à crier sur les écureuils. Du 3e au 5e mois, je prenais mes marques dans le nouveau rôle et je cartonnais. Nous avons décroché un contrat de distribution majeur que je convoitais. Et Stéphane a dit que c'était l'acquisition de clients la plus fluide de la décennie. Ma confiance grandissait régulièrement comme une plante qu'on arrose tous les jours. Et un matin, on se dit, quand est-ce que ça a grandi autant? Je suis aussi retourné à la trattoria di Gemma, seul, exprès. Je me suis assis au comptoir cette fois et Gemma a posé une assiette de bruschetta devant moi sans que je ne commande, offerte par la maison, en retard pour le garçon dont c'était l'anniversaire. Elle n'a pas demandé ce qui s'était passé cette nuit-là. Elle avait vu la table vide. Elle avait vu Romain débarrasser les couverts un par un. J'ai commandé les pâtes à la carbonara que j'avais prévu de manger pour mon anniversaire.
Et pour la première fois en 5 mois, je me suis senti moi-même. Pas la version qui joue un rôle pour une famille qui ne regarde pas, mais la vraie version. Au 6e mois, ma famille avait commencé à remarquer le silence. Pas parce que je leur manquais, remarquez, parce qu'ils avaient besoin de choses. Ma mère a appelé parce que le robinet de la salle de bain fuyait. J'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie. Léo a envoyé un message parce qu'il voulait de l'aide pour déménager un canapé. Je n'ai pas répondu. Mon père, dans une démonstration d'effort stupéfiante, m'a envoyé un message qui disait « Appelle ta mère ». Pas de bonjour. Pas de comment vas-tu. Juste un ordre. Comme si j'étais un représentant du service client qui avait négligé un ticket d'incident. Chloé a été la plus intéressante. Elle m'a envoyé un long message qui commençait par « Je ne sais pas pourquoi tu es si distant ces derniers temps » et se terminait par « J'espère que tu sais que ça blesse vraiment maman ». Le message entier parlait des sentiments de ma mère. Il ne lui est pas venu à l'esprit une seule fois de me poser des questions sur les miens. C'était un chef-d'œuvre de diversion. Honnêtement, si la culpabilisation était un sport olympique, ma sœur aurait ramené l'or. Je n'ai répondu à rien de tout ça. Pas par mesquinerie, pas comme une démonstration de force. Je n'avais tout simplement rien à dire. J'avais passé 30 ans à parler à des gens qui n'écoutaient pas, et j'avais fini par manquer de mots pour un public qui n'était jamais à sa place. Tante Isabelle, en revanche, était la seule personne que je tenais au courant. Elle m'appelait toutes les semaines, m'envoyait des articles qu'elle pensait m'intéresser et m'a envoyé un paquet de biscuits faits maison quand j'ai eu ma promotion parce que, comme elle le disait, quelqu'un dans cette famille doit se comporter comme un être humain. Et j'ai accepté que ce soit moi. Elle m'a aussi dit quelque chose au cours d'un de nos appels qui a planté une graine. Ton grand-père, a-t-elle dit, en parlant de son père et de celui de ma mère, a laissé certaines choses derrière lui quand il est décédé. Il y a un compte de placement familial. Rien d'énorme. Mais c'est là. Ta mère a été l'exécutrice testamentaire depuis sa mort. Tu devrais probablement te renseigner sur ce à quoi tu as droit. J'ai senti un froid s'installer dans mon estomac quand elle a dit ça. Pas de la peur exactement, plutôt le sentiment qu'on a quand on soulève une pierre et qu'on voit quelque chose bouger en dessous. J'ai gardé ça dans un coin de ma tête. Pas parce que je complotais. Pas encore. Je trouvais juste intéressant qu'en 30 ans, personne ne m'ait jamais parlé d'un fonds de placement familial. Laissez-moi vous dire comment j'ai découvert l'existence du fonds. Parce que les détails comptent, et je veux que vous ayez une vue d'ensemble avant qu'on en arrive à la partie où tout prend son sens. Après que tante Isabelle a mentionné l'héritage de mon grand-père, je n'ai rien fait pendant environ 2 semaines. J'étais occupé avec le travail, occupé avec la nouvelle vie que je construisais. Et honnêtement, je n'étais pas sûr de vouloir ouvrir une autre porte qui pourrait avoir les empreintes digitales de ma famille partout dessus. Mais cette pensée n'arrêtait pas de me tracasser. De la même manière qu'un fil qui dépasse d'un pull vous tracasse jusqu'à ce que vous finissiez par tirer dessus et que toute la manche s'effiloche. Alors, j'ai fouillé un peu. Mon grand-père, Gauthier, était décédé quand j'avais 19 ans. Il dirigeait une petite chaîne de quincaillerie dans la région et a pris une retraite confortable. Il était gentil avec moi. Il m'emmenait pêcher quand j'étais enfant et disait des choses comme « Antoine, ceux qui ne font pas de bruit sont généralement ceux qui tiennent tout ensemble. » Je ne comprenais pas à l'époque. Je comprends maintenant. J'ai appelé un avocat spécialisé dans les successions nommé Maître Vasseur. Il travaille dans un petit bureau au-dessus d'une sandwicherie, ce qui ne crie pas représentation juridique d'élite, mais Damien ne jurait que par lui. Maître Vasseur s'est penché en arrière sur sa chaise, a tapoté son stylo contre son bloc-notes et a dit « Laissez-moi chercher les dossiers de succession. S'il y a un fonds de placement et que vous êtes un bénéficiaire désigné, ce sera dans les archives publiques. » Une semaine plus tard, Maître Vasseur m'a rappelé dans son bureau. Il avait un dossier sur son bureau d'environ 5 cm d'épaisseur. Alors, a-t-il dit, voici ce que j'ai trouvé. Votre grand-père a créé un fonds de son vivant avant de mourir. Il a désigné 3 petits-enfants comme bénéficiaires, Chloé, Léo et vous. Le fonds a été alimenté par les bénéfices de la vente de ses quincailleries, quelques investissements et la maison. La valeur totale au moment de sa mort était d'environ 1 200 000 €. 1 200 000 € divisé par 3. Je suis resté assis là à faire le calcul dans ma tête pendant que Maître Vasseur tournait les pages. Votre mère a été désignée comme exécutrice testamentaire, a-t-il poursuivi.
Son travail consistait à gérer les actifs et à les distribuer selon les termes qui stipulaient que chaque petit enfant recevrait sa part à l'âge de 25 ans. J'avais 30 ans. J'avais 30 ans depuis 6 mois. Je n'avais jamais reçu un centime. Maintenant, c'est là que ça se complique, a dit Maître Vasseur. Et je pouvais dire à sa voix que compliquée était sa façon professionnelle de dire vraiment grave. Le fonds avait des termes spécifiques concernant une distribution égale. Un tiers pour chaque petit enfant, pas de condition, pas d'exception. Mais quand Maître Vasseur a sorti les dossiers financiers, voici ce qu'il a trouvé. Chloé avait reçu sa part à 25 ans, une somme forfaitaire d'environ 400 000 €, qu'elle et Guillaume avaient utilisé comme apport pour leur maison. Celle avec la crédence de cuisine dont elle n'arrêtait pas de poster des photos. Léo avait également reçu sa part à 25 ans. Cela avait servi à diverses choses, une voiture, quelques voyages, et une grosse part que mes parents avaient gardée pour lui parce que, et j'adore ça, ils ne lui faisaient pas confiance pour la gérer sagement. Ce qui signifiait que mes parents avaient accès à une partie de l'argent du fonds de Léo et l'utilisaient pour on ne sait quoi. Et la part d'Antoine. Selon les registres, elle avait été distribuée sur le papier vers un compte qui était à mon nom, mais dont je n'avais aucune connaissance et auquel je n'avais jamais accédé. Un compte qui, après une enquête plus approfondie, avait été systématiquement vidé au cours des 5 dernières années par une série de virements vers le compte principal du fonds, que ma mère contrôlait. Maître Vasseur l'a dit clairement, votre mère a détourné votre héritage. Elle l'a distribué sur le papier pour satisfaire aux exigences légales, puis l'a siphonné vers un compte qu'elle contrôlait. Qu'elle l'ait dépensé, redirigé ou qu'elle soit assise dessus. Je ne peux pas encore vous le dire. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il s'agit d'un abus de confiance et potentiellement d'une fraude. Je suis resté assis dans ce bureau pendant un long moment après qu'il a dit ça. La sandwicherie en bas préparait quelque chose avec de l'ail et l'odeur montait par les conduits d'aération, ce qui semblait absurde compte tenu de la gravité de ce que je venais d'apprendre. Ma mère avait volé mon héritage. Pas au sens figuré, pas émotionnellement, littéralement. Elle avait pris 400 000 € que mon grand-père avait spécifiquement mis de côté pour moi et les avait fait disparaître. J'ai pensé à grand-père Gauthier, aux parties de pêche, à la sagesse tranquille, à la façon dont il me serrait l'épaule et disait « Tu vas t'en sortir très bien, gamin ». Il a essayé de prendre soin de moi-même après son départ, et ma mère avait intercepté ça comme un défenseur qui intercepte une passe. J'ai dit à Maître Vasseur de faire tout ce qui devait être fait. Il a exposé les options. Nous pouvions d'abord approcher ma mère de manière informelle et exiger restitution, ou nous pouvions passer directement à une action en justice. J'ai choisi la voie du milieu. Je voulais d'abord que tout soit documenté. Chaque virement, chaque relevé de compte, chaque trace écrite. Je voulais un dossier en béton avant que quiconque dans ma famille ne sache que je cherchais. Il a fallu environ 6 semaines pour tout compiler. Pendant ce temps, j'ai maintenu mon silence envers la famille. Les appels de ma mère étaient devenus plus fréquents, pas parce qu'elle s'inquiétait pour moi, mais parce que le robinet était passé d'une goutte à un filet d'eau, et qu'elle ne pouvait apparemment pas concevoir d'appeler un vrai plombier. Chloé avait envoyé un autre message. Celui-ci légèrement plus incisif. Antoine, ton comportement est vraiment égoïste. Maman est stressée et tu ne peux même pas retourner un appel téléphonique. Égoïste. La femme qui avait emmené toute ma famille dans un bar le jour de mon anniversaire m'appelait égoïste. L'ironie était si épaisse qu'on pourrait la servir sur une assiette chez Gemma. Je suis resté silencieux et j'ai fait appel aux personnes en qui j'avais confiance. Tante Isabelle était furieuse mais pas surprise. Gauthier ne faisait pas confiance à Martine non plus. Vers la fin, a-t-elle dit. Damien m'a aidé à garder la tête froide avec des dîners hebdomadaires et une cuisine affreuse. Élise m'a mis en contact avec son oncle, un expert comptable spécialisé en fraude nommé Alain Landry, qui portait des nœuds papillons et s'exprimait exclusivement en feuilles de calcul. Landry a retracé chaque euro, 400 000, distribué sur un compte fantôme à mon nom, puis siphonné en virement mensuel de 2 000 à 8 000 sur 5 ans. Une partie a servi aux dépenses du foyer de mes parents. Une autre a servi au paiement de la deuxième voiture de Chloé. Une part importante a couvert des dettes que Léo avait accumulées. Mon argent, le cadeau de mon grand-père pour moi, utilisé pour payer la voiture de Chloé, les erreurs de Léo et le train de vie de mes parents. Pendant que je faisais 45 minutes de route pour réparer leur plomberie gratuitement, pendant que j'étais assis seul à une table pour 12, pendant qu'ils passaient la meilleure soirée de tous les temps.
Maître Vasseur a compilé le rapport final et s'est assis avec moi une dernière fois. Vous avez un dossier solide, a-t-il dit. Abus de confiance, fraude, détournement de fonds. Vous pouvez intenter une action au civil, et selon l'intérêt du procureur, il pourrait y avoir des implications pénales également. Je lui ai demandé quelle était la meilleure stratégie. Il a souri de la façon dont les avocats sourient quand ils savent que la réponse est satisfaisante. Envoyez une lettre de mise en demeure d'abord. Courrier recommandé avec accusé de réception à votre mère en tant qu'exécutrice. Exposez tout ce que nous avons trouvé. Donnez-lui 30 jours pour rembourser la totalité de la somme plus les intérêts. Si elle ne le fait pas, nous déposons une assignation en justice. Et si elle essaie de négocier, elle n'aura pas beaucoup de marge de manœuvre. La trace écrite est claire. Le travail de Landry est irréfutable. Soit elle paie, soit elle s'explique devant un juge. J'ai autorisé la lettre. Maître Vasseur l'a rédigée cette semaine-là. 12 pages, interlignes simples, détaillant chaque virement, chaque compte, chaque euro. Professionnelle, froide et dévastatrice. La lettre est partie un mardi. Courrier recommandé avec accusé de réception. Et puis j'ai attendu. La lettre est arrivée chez mes parents un jeudi. Je le sais parce que Maître Vasseur a suivi la livraison, et aussi parce que mon téléphone a commencé à sonner environ 47 minutes plus tard. C'est le temps qu'il a fallu à ma mère pour lire 12 pages de fraude financière documentée et décider que la meilleure chose à faire était d'appeler le fils qu'elle volait pour jouer la victime. Je n'ai pas répondu. Elle a appelé 4 fois. Ensuite, mon père a appelé, ce qui était alarmant car il utilise la fonction téléphone de son portable à peu près aussi souvent que j'utilise les serviettes décoratives de ma salle de bain. Ensuite Chloé, ensuite Léo. La conversation de groupe en sourdine a explosé. 14 messages. 22. 31. J'ai laissé respirer l'affaire pendant 24 heures. Puis j'ai rappelé ma mère en mettant le haut-parleur, avec Maître Vasseur qui écoutait. Antoine. Sa voix était différente. Fini le ton léger et dédaigneux que j'avais entendu toute ma vie. C'était tendu, contrôlé, la voix de quelqu'un qui a été pris la main dans le sac et qui essaie de calculer les issues de secours. Antoine, il faut qu'on parle de cette lettre. D'accord, j'ai dit. Parlons. C'est un malentendu. L'argent du fonds a été utilisé pour la famille, pour tout le monde. Ton père et moi l'avons géré de manière responsable et nous avions toujours prévu d'arranger les choses. Arranger les choses, j'ai répété. Pour 400 000 euros. Maman, sur 5 ans, tu as siphonné mon héritage pour payer la voiture de Chloé, les dettes de Léo étaient factures courantes. Quand exactement aviez-vous prévu d'arranger ça? Ce n'était pas comme ça. Tu fais sonner ça de façon tellement calculée. On avait des difficultés, Antoine. La retraite de ton père ne couvrait pas tout. On avait des dépenses. Tu avais mon argent. C'était l'argent de la famille. Non, maman. C'était mon argent. Grand-père Gauthier me l'a laissé à moi. Spécifiquement à moi, dans un document légal avec mon nom dessus, et tu as signé des papiers pour créer un compte à mon nom, déposer les fonds. Et ensuite tu les as transférés par le biais de 60 mensualités. Ce n'est pas avoir des difficultés. C'est un plan. Le silence à l'autre bout du fil a été assez long pour que j'entende à nouveau la machine à café. Ce stupide bruit de gargouillement. Elle a fini par dire, « Qu'est-ce que tu veux, Antoine ?» Une restitution complète de 400 000 euros plus les intérêts. La lettre de Maître Vasseur décrit les conditions. Tu as 30 jours. Nous n'avons pas ce genre d'argent qui dort quelque part. Alors tu ferais bien de trouver une solution, car l'alternative est un tribunal, et je te promets qu'un juge sera beaucoup moins patient que je ne l'ai été pendant les 30 dernières années. Elle a commencé à pleurer. Ma mère qui pleure était autrefois l'arme la plus efficace de son arsenal. Cela pouvait arrêter n'importe quelle dispute et me faire sentir comme la pire personne au monde pour oser avoir des besoins. Mais assis dans mon appartement avec la lettre de Maître Vasseur sur le comptoir et un chat qui mâchouillait agressivement un lacet de chaussures, je n'ai rien ressenti. Pas de cruauté, pas de satisfaction, juste de la clarté. Les larmes n'étaient pas du chagrin. C'était de la stratégie. 30 jours, maman, ai-je dit, et j'ai raccroché. Les 2 semaines suivantes ont été le chaos. Pas pour moi, pour eux. Chloé m'a appelé furieuse,
exigeant de savoir comment je pouvais faire ça à la famille. J'ai expliqué calmement que la famille m'avait fait ça à moi et que je demandais simplement la restitution d'un bien volé. Elle a pivoté vers le grand classique. Grand-père aurait honte de toi. J'ai presque ri. Chloé. Grand-père m'a spécifiquement laissé cet argent parce qu'il m'aimait. Maman l'a volé. Si quelqu'un devrait s'inquiéter de ce que penserait grand-père, ce n'est pas moi. Elle m'a raccroché au nez, ce qui changeait agréablement d'avoir à raccrocher moi-même. Léo a adopté une approche différente, en appelant sincèrement confus. Frérot, je n'en avais aucune idée. C'est dingue. Je lui ai dit qu'une partie de mon argent avait couvert ses dettes. Long silence. Je ne lui ai pas demandé de faire ça. Je l'ai cru. Léo était inconscient, pas malhonnête. Mon père a envoyé une lettre manuscrite disant « Ta mère a fait des erreurs, mais déchirer cette famille avec des avocats ne réparera rien. Reviens à la maison. » J'ai respecté l'effort, mais pas l'implication selon laquelle j'étais celui qui déchirait la famille. Tante Isabelle, quant à elle, faisait son propre travail en coulisses. Elle avait parlé à Chloé et Léo séparément, pas pour plaider ma cause, mais pour s'assurer qu'ils comprenaient la gravité de la situation. Elle m'a dit que Chloé avait d'abord été sur la défensive, mais qu'elle était devenue silencieuse après qu'Isabelle lui eut montré les dossiers financiers et fait remarquer que l'apport pour sa maison avait été fait proprement, alors que mon compte avait été vidé. Léo, à son crédit, a commencé à poser des questions difficiles pour ce qui était peut-être la première fois de sa vie. Le 26e jour, l'avocat de ma mère a contacté Maître Vasseur avec une proposition. Restitution complète payée en 2 versements. 200 000 € sous 60 jours, le reste sous 6 mois, plus les intérêts. L'argent proviendrait des économies de mes parents, d'un prêt sur la valeur de leur maison et, dans un rebondissement que je n'avais pas vu venir, d'une contribution de Chloé et Guillaume, qui se sentaient assez coupables pour offrir une part de la valeur de la maison partiellement financée par le dysfonctionnement de ma famille. Maître Vasseur a resserré le calendrier, ajouté des pénalités de retard, et leur camp a accepté. J'ai signé l'accord un mercredi dans le bureau de Maître Vasseur. Ça sentait la dinde rôtie de la sandwicherie. Cela m'a semblé étrangement approprié. L'argent a commencé à arriver. Le premier versement, pile à l'heure. Le deuxième versement, 2 semaines en avance. Je l'ai déposé sur un compte dans une banque à laquelle personne de ma famille n'a accès. Et je suis resté assis avec le solde sur mon écran pendant un moment, à penser à grand-père Gauthier, à ses parties de pêche et à sa façon discrète d'aimer les gens qui ne faisaient pas de bruit. J'ai utilisé une partie de l'argent pour rembourser le crédit automobile de ma voiture. J'ai placé une grosse somme dans des placements que l'oncle d'Élise, Alain Landry, m'a aidé à mettre en place, parce que si un expert comptable spécialisé en fraude ne peut pas vous aider à construire un portefeuille solide, personne ne le peut. J'ai fait un don de 10 000 € à un programme local de mentorat pour les jeunes parce que grand-père Gauthier aurait aimé ça. Et j'en ai utilisé une partie pour verser un acompte sur une petite maison dans les quartiers de la ville, 3 chambres. Un jardin assez grand pour que Diesel puisse planifier son expansion territoriale et une terrasse où Armand pourrait s'asseoir et crier sur les écureuils quand il en aurait envie. Quant à ma famille, ma relation avec ma mère est essentiellement inexistante. Elle m'envoie un message pour les fêtes, court, formel, l'équivalent émotionnel d'une lettre type. Je ne réponds pas et elle ne relance pas. Mon père et moi avons échangé quelques mots à Noël chez Isabelle l'année dernière. Il avait l'air plus vieux, plus petit. Il m'a serré la main et a dit « Tu as bonne mine, mon fils ». J'ai dit « Merci ». C'était tout. C'était suffisant. Chloé et moi avons une relation prudente, en train de se reconstruire lentement. Elle m'a envoyé un long email environ 3 mois après l'accord. Pas vraiment des excuses, mais quelque chose qui s'en rapproche. Elle a dit qu'elle avait commencé une thérapie et qu'elle commençait à voir comment la dynamique familiale l'avait façonnée d'une manière dont elle n'était pas fière. Elle a dit qu'elle était désolée pour l'anniversaire. Elle a dit qu'elle était désolée pour beaucoup de choses. Je lui ai dit que j'appréciais et que la porte était ouverte, mais que ça allait prendre du temps. Elle a dit qu'elle comprenait. Léo m'envoie des mèmes. C'est sa façon à lui de me montrer son affection, et je l'ai accepté. Tante Isabelle vient dîner un dimanche sur 2. Elle apporte le dessert. Armand apporte du whisky. Damien apporte le désastre culinaire qu'il a tenté cette semaine-là. Élise se joint à nous quand elle peut. Nous sommes assis autour de ma table, celle de ma nouvelle maison, et nous mangeons,
parlons et rions. Et personne n'a à se demander s'il a sa place là. Personne n'a à vérifier son téléphone pour voir si les gens arrivent. Personne ne s'assoit seul. Le mois dernier, je suis retourné à la trattoria di Gemma pour la première fois depuis que tout s'est arrangé. Gemma était là, égale à elle-même, essuyant le comptoir et fredonnant un vieil air italien. Elle a levé les yeux quand je suis entré et a souri comme si elle m'attendait. « Une table pour un ?» a-t-elle demandé. « Une table pour un ?» j'ai répondu. Elle m'a installé au comptoir, m'a apporté les pâtes à la carbonara sans demander et a mis une bougie sur la table. Une petite, juste assez de lumière pour manger. « Joyeux anniversaire en retard, Antoine », a-t-elle dit. J'ai savouré chaque bouchée, et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas eu l'impression qu'il manquait quelque chose. La table avait exactement la bonne taille. La compagnie était exactement suffisante, et le pain était, comme toujours, exceptionnel. Commentaire, je tiens à partager avec vous une réflexion personnelle après avoir lu ce témoignage bouleversant. Parfois, le plus grand acte d'amour envers soi-même consiste à accepter de fermer une porte qui ne mène nulle part. Poser des limites saines n'est pas un acte d'égoïsme, mais une nécessité absolue pour protéger sa propre lumière intérieure. Le véritable chemin de la guérison commence au moment où l'on choisit la paix de l'esprit plutôt que l'illusion d'une harmonie de façade. Nous ne pouvons pas choisir notre famille d'origine, mais nous avons le plein pouvoir de construire notre propre cercle de bienveillance et de respect. Les personnes qui méritent vraiment votre présence ne vous feront jamais douter de votre valeur. Transformer une profonde déception en un moteur pour bâtir une vie meilleure est une immense preuve de résilience et de courage. Je vous invite à observer vos propres relations et à investir votre énergie là où elle est véritablement nourrie en retour. Prenez soin de vous, respectez vos propres besoins et n'oubliez jamais que vous méritez pleinement votre place à la table de la vie. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.